Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministre de la Santé prend part aux travaux de clôture du symposium dans la région d'Ali Sabié. Et dans l'actualité africaine toujours, le président vénézuélien Nicolas Maduro en visite donc à Alger. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a clôturé sa tournée dans la région d'Ali Sabié, accompagné des représentants de l'UNICEF et de l'OMS. Le ministre a été d'abord reçu par le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Aden-Migane, à la résidence de la préfecture, en présence du président du conseil régional. Après un bref entretien, le ministre et sa délégation se sont rendus au conseil régional de la région, où un parterre de jeunes locales et femmes de la ville d'Ali Sabié sont venus pour l'accueillir. À son arrivée, donc, le ministre était accompagné des partenaires de l'UNICEF et de l'OMS et a été accueilli par le président du conseil régional. Des chants et des danses folkloriques ont été exécutés en l'honneur donc de la délégation conduite par le ministre de la Santé. L'objectif principal de cette visite du ministre est de prendre part à la fermeture des travaux du symposium qui se sont étalés sur 4 jours, 4 longues journées de débats, d'échanges et de problématiques liées au système sanitaire de la région d'Ali Sabié qui ont été au centre des discussions. Des recommandations et des pistes de solutions ont été formulées par les participants issus des différentes localités et chefs-lieux de la région. À l'issue de ces travaux, une synthèse récapitulative des points saillants soulevés durant les 4 jours a été faite et présenté par M. Ahmed Serid, conseiller du ministre. Au terme de ce symposium, les parlementaires de la région ont pris la parole et ils ont tenu à remercier le ministre de la Santé pour le déplacement qu'il a effectué en lui adressant donc un accueil des plus chaleureux. Excellence, on vous remercie tout d'abord. On vous remercie de nous avoir donné cette opportunité de réfléchir pour l'avenir de notre région. Sur les points sur lesquels on avait insisté, c'est comment vous voyez la santé de demain pour la région d'Ali Sabié. Quand je vois les flip sharp collés au mur, pour moi, c'est un travail authentique. C'est un travail qui a été réalisé ici. Comme vous avez travaillé durant les assises et les colloques de l'éducation, vous avez eu les résultats. Aujourd'hui, nos élèves passent le bac à Ali Sabié, Excellence. Et ça, c'est une opportunité qu'on n'avait pas hier. C'est quelque chose qu'on avait demandé durant les assises de l'éducation. Nous vous remercions de nous avoir donné cette occasion aussi, de nous asseoir autour d'une table, de réfléchir pour notre région. Et les représentants de l'OMS et de l'UNICEF qui accompagnaient le ministre de la Santé durant cette tournée dans la région d'Ali Sabié se sont également exprimés. Voici leurs propos. Et pour moi, c'est la première fois dans votre belle région, dans votre belle ville. Du coup, c'est vraiment un grand honneur d'être avec vous et de surtout écouter les résultats de vos débats. Félicitations pour votre optimisme et surtout pour votre vision, parce que les recommandations sont claires. Comme son Excellence le ministre va probablement dire, ça va aider à entamer des réformes très importantes et ça va nous aider, nous, les représentants du système des Nations Unies, à faire les plaidoyers pour faire les investissements là où vous avez décidé. Je suis vraiment contente d'être là et de pouvoir participer dans la clôture de cet symposium et de constater tous les besoins que vous avez évoqués. Je crois que, comme Mme Grenet a dit, nous sommes engagés avec vous. Nous sommes là pour soutenir au ministère de la Santé et pour vous écouter. Et je crois que c'est très important que ce symposium soit participatif et que vous tous pouvez donner des idées, des opinions, des recommandations, car ça va nous aider, de vous aider à améliorer le système de la santé, l'accès et la qualité de la santé. Et les parlementaires de la région d'Ali Sabié qui ont pris part donc à cette rencontre aux côtés du ministre se sont félicités donc de l'aboutissement de ce symposium. Après 4 jours
du lourd travail que nos amis et nos frères et sœurs de la région d'Ali-Sébié ont travaillé sur le besoin et sur les méthodes d'amélioration des conditions de la santé de la région d'Ali-Sébié. Nous nous félicitons. Nous, en tant que parlementaires, surtout moi personnellement, je les laissé travailler parce que c'est eux qui sont en contact permanent avec la population et le quotidien. Nous avons laissé travailler et ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est du très bon travail. Et je suis très heureux de constater ces grands points qu'ils ont cités, Monsieur le ministre. Nous sommes très satisfaits d'eux. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a dans son intervention insisté sur le fait qu'il était primordial de consulter la population de la région en question sur leurs besoins et leurs priorités en matière de santé. La population d'Ali-Sébié connaît mieux que quiconque ses besoins en matière de santé, a poursuivi le ministre. Dr Ahmed Roblé a également rappelé donc que le monde que nous connaissons est en perpétuel changement et par rapport aux défis du futur, nous avons besoin, a-t-il indiqué, de nous réunir et de nous consulter entre nous. Ce symposium ne s'arrêtera pas et continuera à Djibouti-Ville à travers les réseaux sociaux. C'est possible que même la diaspora donc djiboutienne participe à ce symposium, a-t-il indiqué. Et la semaine prochaine, nous allons nous réunir, a-t-il poursuivi, et chaque région aura ses 10 représentants. Enfin, le ministre de la Santé a martelé qu'avec ses représentants, nous allons établir une liste de besoins prioritaires pour que chaque région, ainsi que les recommandations formulées durant les 4 jours de symposium, soient prises en compte. À l'issue de la clôture du symposium au Conseil régional, le ministre de la Santé et sa forte délégation se sont rendus à l'hôpital régional le Dr Ahmed Absi d'Ali-Sébié. L'accueil a été à son paroxysme avec une aide d'honneur formée par le personnel de l'hôpital. Après une visite guidée au sein de l'hôpital initiée par le directeur général Dr Abraham, le ministre a remis un lot de matériel médical, dont une ambulance et des matériels pour le service de la maternité de l'hôpital. Dr Ahmed Roblé, le ministre, donc, a longuement félicité le personnel médical ainsi que leur directeur pour leur professionnalisme et a exhorté donc de prendre soin de ces matériels médicaux. En nouvelle nationale toujours, dans le cadre de la scolarisation en faveur des enfants en situation de handicap, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdellah Mayoub, a dirigé ce week-end les travaux d'un atelier pour l'élaboration d'une stratégie décennale et la mise en place d'un plan d'action quinquennal en faveur de la scolarisation des enfants en situation de handicap à Djibouti. Cet atelier participatif s'est déroulé au centre de formation de l'enseignement des enseignants de l'enseignement fondamental et a vu la participation de la directrice générale du centre, du directeur général de l'enseignement, du chef de service et du médecin ORL ainsi que des cadres du MENFOP, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de l'ANPH et des représentants des associations à besoins spéciaux qui ont pris part à cet atelier. L'objectif consistait donc à la mise en place d'élaboration d'une stratégie décennale et la mise en place d'un plan d'action quinquennal en faveur de la scolarisation des enfants en situation de handicap. À noter que cet atelier a été animé par 2 experts, Alain Mante et Dahir Abdurrahman, qui ont fait une large
une large présentation sur la situation actuelle et de la scolarisation des enfants donc à besoins spéciaux en indiquant les leviers et les obstacles de cette scolarisation. Aussi, il a proposé plus d'actions en faveur de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Ces actions sont reparties sur 5 axes principaux. Par ailleurs, le colonel Dr Habib Moussa et le médecin ORL Abdi Oukié ont conjointement présenté les résultats obtenus suite aux examens réalisés avec les élèves malentendants du collège de la Palmeraie 2. Une mention spéciale apportée par l'équipe de l'ANPH qui n'a pas ménagé les efforts pour apporter leur contribution à ce projet. Décennale, comme ça a été indiqué, en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap. Et encore une fois, nous réitérons la disponibilité de l'Agence nationale des personnes handicapées à pouvoir poursuivre ces processus et à suivre les investissements qui y seront dévolus en la matière. Écoutons à présent les interventions des participants à cet atelier. Nous sommes tous aujourd'hui réunis ici, une fois de plus, pour nous interroger, réfléchir ensemble sur un volet hautement important, en plus de celui de la qualité, de l'équité. Nous nous intéressons de près aussi à l'inclusivité. Et donc, le ministère porte une importance capitale et il nous tient à tous à cœur de nous occuper de tous nos enfants. L'objet de la réunion aujourd'hui, c'est se rapprocher, réfléchir sur comment aussi inclure les enfants porteurs d'handicap. Et c'est un volet qui nous concerne tous, de près ou de loin, et sur lequel nous devons nous prononcer, nous engager pour que cela aussi, au même titre que tous nos enfants, puissent avoir droit à l'éducation. Monsieur le secrétaire général, je crois que ce qui est important ici, c'est un atelier qui a le terme participatif. Participatif parce que des spécialistes de tout horizon sont venus aujourd'hui pour réfléchir, pour discuter ensemble, pour pouvoir mettre sur le papier la future stratégie qui sera développée. Et je crois que tout à l'heure, lors de différentes interventions, je rappellerai à tous les participants, tout sera basé sur le questionnaire qui vous a été transmis pour réflexion et lecture avant de venir à l'atelier. Et s'il y a des questions, nous aurons beaucoup de documentation là-dessus. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est travailler sur cet outil qui est ce questionnaire pour pouvoir en faire sortir les bases qui vont servir à une stratégie décennale et un plan quinquennal pour la scolarisation des enfants et EAB. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale s'est réjoui de la tenue de cet atelier. On l'écoute. L'éducation et la scolarisation des enfants à besoins spéciaux, je reviendrai un peu sur les termes tout à l'heure, mais est donc un devoir pour nous, au même titre que tous les autres. Le ministère s'est donné comme objectif de scolariser et de déclarer la scolarisation universelle à Djibouti d'ici 2025. Et le déploiement de cette politique passe par une stratégie bien définie et une planification. C'est l'objet aujourd'hui de notre réunion ensemble ici, c'est de définir la stratégie de scolarisation des enfants à besoins spéciaux. La stratégie elle ne doit pas tenir uniquement compte des enfants en âge d'aller à l'école, mais aussi des enfants qui ont dépassé cet âge-là, mais qui peuvent être rescolarisés. Ça aussi, c'est très important. Donc, je vous lance aussi ces défis-là. Essayez de trouver aussi une terminologie qui puisse permettre à ces enfants-là de ne pas se sentir en marge, mais de se sentir au centre de l'école. C'est notre défi, mais je suis sûr qu'on va les relever tous ensemble. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon atelier. Et notre équipe a également recueilli pour nous les impressions des participants à cet atelier. Nous avons participé aujourd'hui avec le ministère de l'Éducation nationale sur la constitution du plan stratégique quinquennal. Et c'est une très bonne chose. Il y a eu de très belles suggestions. Et nous attendons que l'avenir soit meilleur pour les personnes à besoins spécifiques. Merci. Je participe à cet atelier en qualité de président du réseau des APE. Le MENFOP nous a conviés
c'est un atelier intéressant qui va déterminer l'avenir de nos enfants handicapés pour une école inclusive. Et nous remercions le ministère de l'Éducation nationale. Toujours en nouvelles du pays, dans la continuité de la visite de la délégation de la National Defense College du Nigeria qui est à Djibouti pour une visite d'affaires, a effectué un tour de visite, sur la zone internationale Free Trade Zone qui se situe au PK23. La visite guidée est dirigée par le directeur général de la zone franche, Mohamed Hussein, et le directeur du marketing des autorités des ports et de zone franche, Arif Mohamed Arif. Puis la délégation dirigée vers la grande salle de la zone qui est au 15e étage du bâtiment pour une explication longue et détaillée de la part du directeur général de la Djibouti Port Community System, la DPCS, Warsama Mohamed Bouh. Il a indiqué que la DPCS est donc une filiale de Djibouti Port and Free Zone Authority par l'intermédiaire du Greathorn Investment Holding, et la DPCS est née du manque actuel de solutions informatiques pour coordonner les différents processus liés à l'importation et l'exportation par les ports, les aéroports, les trains et les corridors. Son produit, le Port Community System, vise à exploiter la technologie pour simplifier, connecter et rationaliser ces processus. La délégation a apprécié donc les explications du directeur général de la DPCS et a pu donc lui poser des questions sur les voies et moyens et les modalités de fonctionnement de toutes ces infrastructures en toute harmonie. Dans le cadre du projet Formation des jeunes à l'entrepreneuriat, l'Agence djiboutienne de développement social, ADDS, et le Centre de leadership de l'entrepreneuriat, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, a organisé ce week-end le concours du meilleur plan d'affaires du 2e et 3e cycle de formation en entrepreneuriat et en estime de soi. 180 jeunes hommes et femmes issus du chef-lieu de la région de Dikil et des localités de Mouloud et de As'ila, formés dans l'entrepreneuriat et estime de soi, concours donc afin d'être primés à hauteur de 666 250 000 francs Djibouti pour créer une activité génératrice de revenus. Ces jeunes ont développé durant leur formation 60 plans d'affaires avec lesquels ils concourent. Parmi ces 180 jeunes, les 90 meilleurs projets, soit 30 petites entreprises, seront financés à hauteur de 666 250 francs Djibouti pour une enveloppe totale de 19 987 500 francs Djibouti. À ce jour, 400 jeunes et femmes ont terminé une formation en entrepreneuriat et en estime de soi sur un quota de 600 jeunes et femmes, et 55 petites entreprises ou activités génératrices de revenus sont en cours de création dans la région de Dikil. Le projet Forge compte injecter dans la création des petites entreprises un financement total de 66 625 000 francs Djibouti. L'objectif étant d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emplois, et ceci à travers des formations, des soutiens financiers, ainsi qu'un accompagnement de proximité pour la mise en œuvre et la pérennisation de leur activité génératrice de revenus. Une réunion provoquée par le directeur des affaires maritimes, Ali Mirah Shehem Daoud, s'est tenue la semaine dernière à la préfecture de Tadjoura en présence du préfet, du président du conseil régional, des chefs de la police et de la gendarmerie, ainsi que des notables. Cette réunion avait pour objectif de tirer l'alarme auprès de la population du danger et du risque d'accident fatal qu'encourent les enfants qui s'adonnent à la baignade dans le bassin ou accostent le ferry Mohamed Burhan Qassim, ce qui rend difficile au commandant du bateau de manœuvrer lors de l'appareillage où il est contraint d'arrêter les moteurs pour éviter que les hélices aspirent ces jeunes. Plus gravissime, ces enfants s'accrochent aussi sur tous les abords du bateau qui se donnent aux compétitions d'acrobatie dangereuses. Les autorités ainsi que les notables attirent l'attention des parents et font appel à leur conscience pour remédier donc avec eux à ces activités nautiques qui pourraient causer des accidents mortels. Nous restons dans le nord du pays, à Obok, notamment à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée donc chaque 5 juin de chaque année, avec pour thème cette année une seule terre. L'association Ubuki et l'association des femmes d'Obok pour le développement, la FOD, ont organisé une journée d'action communautaire dans la ville de Hayou.
Une journée citoyenne visant au ramassage des ordures au centre-ville de Bok et des actions de sensibilisation des habitants sur les questions de la propreté, l'hygiène publique et la protection de l'environnement. L'association Ubuki et l'association des femmes de Bok pour le développement sont en charge depuis plusieurs années de la collecte quotidienne des déchets urbains de la ville de Bok. La journée a vu la participation de la jeunesse, des femmes leaders de Bok ainsi que des autorités coutumières et locales. Et à cette occasion, les femmes donc responsables de ces associations et les présidents de ces associations n'ont pas manqué de remercier le ministère de l'Environnement, le secrétaire d'État au sport, la préfecture et le conseil régional de la région de Bok pour leur disponibilité et soutien pour la réussite de cette journée. À l'instar des autres régions de l'intérieur, la cérémonie commémorative du 45e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes s'est déroulée donc le 6 juin dernier à l'école militaire du président Gouled de Holhol. Cette cérémonie qui a vu la participation de nombreux responsables administratifs, des élus du conseil régional, des chefs coutumiers et religieux, ainsi que de nombreux villageois. En prélude à cette cérémonie, le chef de corps, le colonel Mohamed Jama Kayad, a passé en revue les unités rassemblées sur l'emplacement du rapport. Le commandant de l'ECOMIL, Mohamed Jama Kayad, de lire l'ordre du jour du chef de l'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil des armées, partout où vous êtes. La situation alarmante des pays de la région touchés par les crises nous impose à préserver par tous les moyens notre unité nationale et continuer à combattre ensemble toutes les menaces pouvant fragiliser la stabilité de notre pays. Quelle que soit votre place dans l'armée, sur le territoire national ou ailleurs, vous devez être conscient de la haute responsabilité que notre pays a placée en vous. Cette responsabilité exige de votre part beaucoup d'attention, de la rigueur et de la cohésion dans votre travail. Cet engagement, nous devons le réaliser dans l'unité et le respect de la hiérarchie afin de relever ensemble le défi de la défense et de la sécurité de notre pays. Et les unités de l'école militaire menées par l'officier adjoint ont défilé devant les autorités et la population de Holhol présente en masse à cette cérémonie. Regardez. Au passage illégal commandé quand
وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع أموات المسلمين الفاتحة لهم Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le président vénézuélien Nicolas Maduro rencontre le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors d'une visite officielle à Alger. L'Algérie et le Venezuela ont convenu donc ce week-end de renforcer leur coopération économique alors que le président Maduro a rendu visite à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Comme tous les dirigeants en visite, Nicolas Maduro a rendu hommage aux martyrs de la guerre d'indépendance brutale que l'Algérie a menée pendant 7 ans contre la France en déposant une gerbe de fleurs au monument national aux morts et en observant une minute de silence. Maduro est arrivé mercredi soir accueilli à l'aéroport d'Alger par le Premier ministre algérien alors qu'il entamait ce que l'agence de presse publique algérienne a appelé une visite de travail d'amitié de 2 jours. Sa visite en Algérie intervient alors qu'une vingtaine de dirigeants se sont rendus à Los Angeles pour le sommet des Amériques organisé par le président américain Biden auquel le Vénézuélien de gauche figurait parmi les personnels non invités. Le Mozambique, autre au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Mozambique va remplacer le Kenya comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le groupe africain. Il a été élu à l'unanimité jeudi soir avec 192 voix. C'est la première fois que le pays lusophone occupe ce siège. Outre le Mozambique, l'Équateur, le Japon, Malte et la Suisse ont également été élus. Les nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU prendront leurs fonctions à partir du 1er janvier 2023 et leur mandat prendra fin le 31 décembre 2024. Le président mozambicain Filipe Nyusi a déjà déclaré que son pays s'efforcerait de contribuer à la construction de la paix dans le monde en prônant le dialogue et le multilatéralisme. Le Conseil de sécurité se compose de 5 membres permanents, la Chine, les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni, et 10 membres non permanents élus par l'Assemblée générale pour une période de 2 ans. Et enfin, aux États-Unis, Black Books Matter, plaidoyer pour des livres noirs. Aux États-Unis, auteurs, éditeurs et libraires indépendants se battent pour une plus grande présence du multiculturalisme dans la littérature pour jeunes et enfants. Le plaidoyer fait suite au mouvement Black Lives Matter. Il s'agit d'accroître la présence des héros multiculturels dans les livres réservés à la couche juvénile et infantile. Idée défendue par l'écrivain Caroline Hunter. Elle y voit le gage de l'égalité entre les races. Pourtant, selon une maison d'édition indépendante de Washington, seul un tiers des livres pour enfants publiés l'an dernier aux États-Unis mettaient en scène des protagonistes non blancs. C'est le début d'un mouvement, le Black Books Matter. Les livres noirs comptent. Reste à savoir dans combien de temps la machine atteindra sa vitesse de croisière. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme.